J'ai vraiment eu l'impression de quitter l'enfer, quitter un bateau en flammes au milieu de l'océan. I repeat, I left the boat because on a fire. Il y aura un avant et un après dans ma vie. There is no boat anymore. Je m'appelle Fabrice Amédéo, je suis skipper et j'ai survécu à un naufrage sur la route du Rhum. J'ai commencé à voir le cockpit, donc le fond du bateau, se gondoler. Donc là, j'ai vraiment compris qu'il y avait un incendie. Et à ce moment-là, il y a une espèce de geyser de flammes qui sort en fait de la cabine. Ça fait comme un appel d'air. Et je me retrouve au milieu des flammes, à l'arrière de mon bateau. En fait, quand je suis au milieu des flammes, je réfléchis pas un instant. Je me dis, oula, c'est parti quoi. Et donc je pousse le radeau de survie, j'enjambe les filières, donc l'espèce de balcon à l'arrière du bateau, et je saute à l'eau. J'ai réussi à prendre la seule chose qui comptait à bord pour moi, mon alliance. Je pense à ma femme et mes enfants, et je vais faire le job. Putain. J'ai jeté à l'eau le radeau de survie. Lui, en fait, il est relié au bateau par un cordage. Normalement, le cordage, dans ces cas-là, il est censé rompre, et là, il n'a pas rompu. Je suis accroché à un bateau qui est en train de brûler avec des vagues qui me repoussent vers lui. C'est une situation vraiment critique. Je pense que c'est le pire moment de mon naufrage. Et là, je me suis dit, je me rappelle très très précisément, je me suis dit, mec, si tu veux survivre, t'as 30 secondes pour trouver le couteau. Je cherche à la hâte le couteau que je finis par trouver. Je romps le cordage. J'ai réussi à couper ce qu'il fallait pour faire descendre le radeau de survie par-dessus bord. Et puis j'ai sauté avec, quoi. Là, pour la première fois, je suis en sécurité. J'assiste avec stupéfaction à mon bateau qui brûle complètement avant de sombrer. Nous, les marins, on a des relations assez fortes avec nos bateaux. Moi, dans ce qui me concerne, c'est toute une tranche de vie. J'y avais investi du cœur, voilà, du temps. Quand le bateau est en flammes, je me rappelle très bien, je l'ai regardé et j'ai crié « Au revoir mon beau bateau ». Ce qui m'étonne encore quand j'y repense, c'est à quel point mon cerveau était en mode survie et à quel point j'étais organisé. Tout était organisé dans ma tête au service de ma survie. Première étape, le radeau de survie est plein d'eau, donc il a fallu le vider pour me mettre en sécurité. Je cherche les copes, il n'y a pas d'écope. Je trouve un petit Tupperware dans lequel il y a des piles pour la lampe frontale. Donc je prends ce Tupperware pour écoper. Il y a de plus en plus de flotte dans le bordel, là, dans le radeau de survie, parce qu'il y a la mer déferle. Je vais devoir écoper. Quel merdier. Je me suis dit, ma femme Charlotte, elle est à la maison et elle doit être mais tellement inquiète à ne pas savoir voilà, où j'en suis et à vivre un suspense intenable. No sir, the boat don't float anymore. J'ai attendu 2h30 dans ma survie. Au bout de 2h30, il y a un cargo de 230 mètres, un porte-conteneur qui est arrivé. Ok les amis, voilà le cargo. Voilà le cargo. Ça va être chaud. Putain, ça va être chaud. À bord du cargo, ils m'ont dit, on a halluciné de ton calme et de la précision de tes gestes. Premiers instants, en fait, il y a une phase d'euphorie, quoi. Je suis sauvé. Donc, en fait, quand j'arrive sur l'espèce d'escalier, il y a un membre d'équipage qui m'attend parce qu'il tirait le radeau de survie jusqu'au cargo. Et donc là, je tombe nez à nez avec lui. Je crois que c'était un Indonésien. Il avait son casque, son bleu de travail, son gilet de sauvetage. Moi, j'arrivais de mon radeau. Enfin, c'est incroyable comme rencontre. J'arrive et je lui tends le bras pour faire le poing pour faire un check. Et là, je me rappelle très bien, il me regarde et il me tend les bras comme ça et il me prend dans ses bras. Les gars sont super sympas. Hello guys. Hey! We did it! Thank you so much. Et puis quelques secondes plus tard, en fait, j'ai les jambes qui se mettent à trembler et je me rends compte que je suis hyper essoufflé alors que j'ai pas réalisé d'efforts physiques particuliers. Et là, je leur demande de s'écarter, j'ai les jambes qui flageolent un peu, voilà, j'arrive pas à respirer. Du coup, il m'assoit sur un fauteuil, il me sert un thé. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a l'adrénaline qui redescend. Et je prends conscience de ce que je viens de traverser. Et l'une des premières choses que j'ai faites, bien sûr, c'est d'appeler à la maison. Quand Charlotte, ma femme, a mis le téléphone sur haut-parleur, mon chien qui est jamais démonstratif quand je suis au téléphone, là, pour le coup, il s'est mis à couiner. Et donc, je pense pas que le chien ait compris ce qui s'était passé, mais je pense qu'il a senti qu'il y avait vraiment une tension, en fait, de ma famille, de ma femme et de mes enfants. Tout le monde était rassuré de savoir que j'étais en vie. I have a wife, I have 3 daughters at home, and thanks to your help, thanks to this rescue, tomorrow they will have a husband and a father at home, and it's thanks to you. So thank you very much. In memory, thank you so much. I will never forget that you did for me. It's a pleasure, my friend. Thank you so much. See you. Good luck. Safe trip back home. Yeah, thank you. Bye bye. Bye. Voilà. Prêt à partir et à quitter l'équipage. Le magique équipage. Le monsieur derrière, il m'a dit have a good second life, sir. Ça m'a ému sur le coup. Et depuis, j'arrête pas d'y penser en me disant, bah ouais, en fait, j'ai une deuxième vie qui démarre. La vie m'offre une nouvelle chance. La chance de rebondir, la chance d'être plus fort encore parce que j'ai surmonté quelque chose d'épouvantable.
Et donc je suis vraiment dans cet état d'esprit, non pas du rescapé, mais plus de quelqu'un qui en donne une deuxième chance et qui va vraiment la saisir à bras le corps. Donc je ne me suis pas encore trop offert le luxe de décompresser, et donc du coup je vais très bien parce que je suis dans l'action. Peut-être qu'à un moment ça va retomber. Tout le monde me dit tu vas voir, il y a un moment tu vas faire une déprime. On verra. Pour l'instant je vais bien et je me bats. Bonjour à toutes et à tous. On va pas se mentir, comme disent les jeunes, l'objet de la soirée, c'est le récit fabuleux de Fabrice. Maintenant, vous nous connaissez, on est joueurs au cercle et on s'est dit peut-être qu'il y a des parallèles à faire avec les crises d'entreprise. On est évidemment bien conscient que dans un cas, on joue sa vie, dans l'autre cas, on joue alors peut-être sa carrière. Vous nous le direz plus tard, mais c'est pas au même niveau de crise. En tout cas, on va essayer de voir s'il y a des parallèles. Fabrice, bonsoir. Bonsoir Jérôme, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Alors, Fabrice, il faut qu'on parle. Comment on passe de journaliste du Figaro à ça ? C'est une longue histoire, hein. je vais la faire très brève. Moi, je fais de la voile depuis que je suis enfant. C'est ma passion depuis toujours. Et j'ai eu un parcours de terrien assez classique. J'ai fait des études. Je suis venu vivre à Paris. Et puis, je suis rentré au Figaro à la fin de mes études. Boulevard Haussmann, donc vraiment à quelques minutes à pied d'ici, 14 boulevard Haussmann. J'y ai travaillé pendant 12 ans. Et pendant ces 12 années où j'étais journaliste, je faisais déjà de la voile. Donc, j'ai participé à la Route du Rhum, à la Transat Jacques Vabre, des courses que vous connaissez peut-être de nom. Et puis la passion a été plus forte. Moi, j'ai un souvenir très très fort de ma vie de marin amateur quand je faisais les allers-retours au TGV entre la vie de famille et le Figaro, donc le bureau et la Bretagne pour m'entraîner, et puis où je faisais mes courses en m'entraînant le week-end et en prenant des vacances pour participer à mes courses. C'est ma première traversée de l'Atlantique en solitaire. En 2010, je fais la route du Rhum du coup, et je quitte Levallois, ma vie de famille. Ma femme me dit « Fabrice, c'est le rêve d'une vie, hein. Tu me promets, tu fais une seule transat et tu rentres à la maison. » Et j'étais sincère, je dis « Promis Charlotte, je pars pour cette transat, c'est le rêve d'une vie. » Et après, je retrouve le Figaro, je retrouve ma vie de terrien. Et voilà, j'avais juste un rêve à réaliser à ce moment-là, c'était de faire une transat en solitaire. Et depuis, j'en ai fait 16. Donc, Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'amateurs ? Alors moi, je ne connais pas du tout le monde de la voile et de la mer. Moi, je suis niçois, donc je ne connais pas cet univers-là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'amateurs qui traversent, qui font des transatlantiques, qui font la route du Rhum, etc. Alors, il y a beaucoup d'amateurs qui font de la voile, comme beaucoup de gens font de la course amateur, du mais à ce jogging niveau-là, le quand même, on week-end, imagine etc. que c'est un niveau Après, c'est aussi la magie de ce sport, c'est que c'est un sport qui... Alors, il y a quand même des très très grands champions, hein, bien sûr, mais c'est quand même un sport qui fédère des gens d'horizons différents. Vous avez tous suivi le Vendée Globe. Quand on suit un Vendée Globe, il y a 5, 6, 7, 10 bateaux, 10 coureurs qui sont intouchables. Et après, il y a des gens qui viennent d'horizons différents. Et c'est ça aussi qui fait la magie de ces événements et de ces courses, c'est que les gens se passionnent pour ces aventures, parce que ce sont des courses, mais ce sont aussi des aventures, et des aventures sur lesquelles on retrouve des gens avec des profils différents et avec des histoires différentes. Et sur un Vendée Globe, on suit les exploits de Armel Lecléache ou François Gabard, qui ont gagné respectivement 2 éditions du Vendée Globe, enfin une chacun. Mais on va aussi s'intéresser au 10e, au 15e et au dernier. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial dans ce sport, et qui en plus va de pair avec mon parcours d'ancien journaliste. C'est que quand on part sur une telle aventure, on part pour, bien sûr, le dépassement de soi, la performance, mais on part aussi pour partager une aventure incroyable. Et moi, ça a été ça un peu aussi le déclic. C'est-à-dire que je suis un passionné de large, mais mon métier de journaliste m'a toujours passionné. Et finalement, en quittant ma vie de journaliste, un jour décidant d'arrêter pour me lancer dans cette grande aventure qu'est le Vendée Globe, j'ai eu l'ambition de partager cette magie du large avec le grand public, et de me dire, finalement, quand on est marin, on est sportif de haut niveau sur un bateau, mais on doit aussi être journaliste de notre propre aventure, reporter de notre propre aventure, pour la partager avec la Terre. Et je me suis dit, bon, étant journaliste, je suis quand même pas trop mal armé. Donc je me suis lancé dans cette aventure du Vendée Globe, et donc j'ai quitté le Figaro en 2015 pour faire un premier Vendée Globe. Premier Vendée Globe que j'ai terminé à l'époque 11e position. 103 jours d'aventure, seul sur mon bateau. Au retour de ce Vendée Globe, s'est posé la question soit de retourner au Figaro boulevard Haussmann, parce qu'à l'époque j'avais créé un congé sans solde pour création d'entreprise, donc je pouvais encore revenir en arrière, et puis j'ai décidé les partenaires continuaient, donc j'ai appelé la direction des ressources humaines du Figaro et je leur ai dit je continue l'aventure. J'ai fait un deuxième Vendée Globe, malheureusement il s'est terminé en Afrique du Sud suite à une panne informatique du bateau. Le bateau était aveugle entre guillemets. Et donc, du coup, j'ai dû... Ouais, bah voilà, on pouvait pas faire mieux. Hein. Et du coup, en 2020, j'ai abandonné un Vendée Globe qui a été terrible psychologiquement pour moi.
puisqu'il a duré 4 heures. Je suis parti, 4 heures après, j'avais un problème en tête de mât, j'ai dû revenir, les concurrents sont partis. Je suis reparti 2 jours et demi après tout le monde, et ensuite j'ai eu que des problèmes à bord, et ce problème informatique qui est arrivé à l'entrée des mers du Sud, et donc un arrêt en Afrique du Sud. Et du coup, quand je regarde un petit peu mon parcours, je trouve que mon parcours il illustre assez bien la notion de résilience, qui est une notion à la mode. La résilience, c'est 2 choses, c'est 2 acceptions. La première acception de base, c'est la résistance d'un métaux à des chocs. Mon premier Vendée Globe réussi, 103 jours. Je suis parti 16 mois après avoir quitté la rédaction du Figaro. J'étais absolument pas prêt pour cette aventure. Tous les jours, il m'est arrivé des galères. Michel Desjoyaux, qui est un grand champion qui m'avait formé, m'avait dit « Tu verras, le Vendée Globe, c'est 1 emmerde par jour. » Et il n'avait pas menti. Tous les jours, il fallait réparer des choses. Et tous les jours, j'ai réussi des choses que je ne savais pas faire. Et ça, je trouve que c'est une des choses magnifiques aussi de notre sport, de cette grande aventure qui est un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. C'est que quand on est à terre, on a souvent un plan B, on peut remettre au lendemain quelque chose, on peut appeler quelqu'un pour demander de l'aide, alors que quand on est en mer, et ça vaut finalement pour toutes les aventures, quand on est en montagne ou quand on est dans le désert, c'est la même chose, il n'y a pas de plan B. Quand on est seul sur son bateau, il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un seul plan A, c'est de réussir. Et voilà, j'ai réussi ce Vendée Globe porté par mon enthousiasme, une envie débordante de réussir, et première acception du sens de résilience. Et la deuxième acception du sens de la résilience, c'est la capacité qu'a un individu à rebondir après une épreuve. J'ai raté complètement mon deuxième Vendée Globe. J'étais vraiment en mauvais état après ce Vendée Globe. Je me suis reconstruit, j'ai rebondi, et je me suis retrouvé sur le départ de cette route du Rhum avec un très beau bateau que vous avez vu. J'avais en plus un début de saison difficile. Je retrouvais la confiance. Je faisais un beau début de route du Rhum. J'étais 15e, et là, naufrage. Alors c'est résilient. La résilience, parlons-en, c'est un mot, un terme qui nous parle beaucoup ici dans cette communauté. Les entreprises aiment avoir un plan de crise, avoir des checklists. Quand on se retrouve dans une situation comme ça, qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là, et est-ce que finalement on a un plan de crise déjà ? Alors, avant de répondre à cette question, je vais peut-être juste faire une toute petite parenthèse sur ce qui s'est passé à bord pour savoir comment j'en arrive à cette situation d'être dans mon radeau de survie. En fait, mon bateau a ce qu'on appelle des ballasts, enfin avait des ballasts, donc c'est des grands réservoirs d'eau. Quand un monocoque gîte, penche, il faut remplir ces réservoirs pour faire contrepoids, pour que le bateau soit plus puissant, plus rapide. Et en fait, sur une vague, j'ai mon ballast qui a explosé à l'intérieur de la cabine, et donc je me suis retrouvé avec 900 litres d'eau dans la cabine. Du coup, l'eau, j'ai vidé avec une pompe et puis avec des seaux, mais l'eau a quand même envahi le compartiment des batteries. Et en fait, nos batteries, elles sont au lithium et elles n'aiment pas l'eau. Et il y a eu une 50aine de litres seulement, donc c'est pas énorme, qui ont été dans le compartiment des batteries. Les batteries étant elles-mêmes dans des caissons, mais qui sont pas étanches, parce qu'il faut que les batteries respirent. Donc des caissons qui sont à peu près une 40aine de centimètres au-dessus du fond du bateau. Les batteries sont en fond de coque pour des raisons de centre de gravité et de performance. Et donc du coup, elles ont été aspergées par l'eau uniquement pendant quelques dizaines de minutes, et ça a suffi en fait pour que ça libère l'hydrogène. Hydrogène, eau, j'ai des vagues souvenirs de quand j'étais au collège, ça explose. Donc moi j'ai eu une explosion sur le bateau. J'ai d'abord eu des fumées blanches, ensuite j'ai eu une explosion, et le bateau a pris feu. Et il a pris feu et brûlé intégralement en 25 minutes. Moi, le dernier souvenir que j'ai de mon bateau, c'est un fond de coque complètement plat. Le mât a brûlé, les voiles ont brûlé, la cabine a brûlé, le pont a brûlé. Donc c'est une espèce de plateau de 60 pieds, 18 mètres 28, en flammes de l'avant à l'arrière, qui a fini soit par brûler intégralement, soit par sombrer. Donc voilà comment je me retrouve sur mon radeau de survie. Du coup, ça a été très très brutal, puisqu'il y a eu l'explosion. Comme je le dis dans le film, je vois que le fond du cockpit se gondole, donc là, parce que j'ai plus accès à l'intérieur de la cabine à ce moment-là. Donc là, je me dis, il y a un incendie, il va falloir agir. Et en fait, le temps que je me dise, que je mette ma combinaison de survie, tout ça se passe en quelques minutes, que je mette ma combinaison de survie, que j'aille à l'arrière, décrocher la survie, donc elle est fixée par ce qu'on appelle un lashing, par un système de cordage. Il y a un couteau à proximité. Couteau, vous l'avez compris, que j'ai pas emmené dans la survie avec moi après. Donc j'ai coupé le lashing, j'étais prêt. Ce qu'on nous apprend toujours en fait dans ces cas-là, c'est qu'il ne faut jamais quitter le bateau tant que la situation n'est pas désespérée. Le bateau reste un havre de paix entre guillemets. Là j'étais à 400 000 des côtes, donc à 750 km du Portugal. Donc je savais, c'était intégré, le bateau on ne le quitte qu'en dernier recours. Et donc je me tenais prêt, et puis à un moment quand j'ai vu le cockpit se gondoler, je me suis dit là il faut que je demande de l'aide. J'ai appelé avec mon téléphone satellite mon équipe à terre, avec qui j'étais en liaison déjà depuis
depuis le début de la course, mais là, depuis que le scénario était critique, je les avais toutes les 10-15 minutes au téléphone. Et je leur ai dit, cette fois-ci, le bateau brûle, demande d'évacuation. Ça m'a pris quelques secondes. Et quand j'ai raccroché, en fait, j'appelle ça un geyser de flammes. C'est pas vraiment un geyser de flammes, mais en fait, la cabine a fait comme une cheminée. Et donc, les flammes sont sorties comme ça du bateau. Et je me suis retrouvé au milieu des flammes. Et donc, pour répondre à votre question, Jérôme, qu'est-ce que je me dis à ce moment-là ? Pas grand-chose. Je me suis juste dit, c'est parti. C'est-à-dire que je pense que depuis, ça faisait 17-18 heures que la situation était critique. J'avais eu un premier épisode avec des fumées blanches. Ça s'était arrêté. Je faisais route vers Cascais, donc au Portugal, pour m'arrêter, changer de batterie, réparer le bateau et repartir. Je savais que la situation était critique, mais j'avais une sorte de sixième sens qui me disait que ça sentait pas bon. Et donc j'étais un peu prêt quand même à faire face à la suite. Et donc quand je me suis retrouvé dans les flammes, je me suis juste dit c'est parti. J'ai poussé le radeau par-dessus bord et j'ai sauté à l'eau. Donc pas de checklist, pas de plan de crise, le cerveau reptilien qui prend le dessus. Pourtant on s'entraîne, vous vous entraînez à ce genre de manip. Alors, pas de checklist, des entraînements quand même, mais des entraînements qui sont assez minimalistes, puisque pour prendre le départ des courses au large, on a une formation World Sailing, donc c'est pour répondre aux normes de sécurité, aux exigences de sécurité, une formation qui fait à peu près 2 jours tous les 4 ans. Donc c'est quand même assez léger. Pendant cette formation, on regarde quelques rudiments de médecine pour apprendre. Mais après, on a d'autres formations pour la médecine. Mais on a quelques rudiments de médecine pour avoir l'espèce de petit diplôme. On apprend à percuter une fusée de détresse. On regarde un film qui nous explique tout ce qui est élitreillage, sauvetage en mer, comment ça se passe quand un cargo vient à proximité, et gel de corde ou pas, etc. Petit bateau qui est mis à l'eau pour venir nous chercher, il y a différents scénarios. Et on apprend, je ne sais pas si je l'ai dit, à monter dans un radeau de survie, mais tout ça dans un port, par temps calme, donc rien à voir avec ma situation. Et en général, on fait ça parce qu'on est obligé, on se retrouve entre guillemets, entre copains, entre concurrents et sans doute souvent avec des gens qu'on apprécie. Et du coup, on a toujours un œil sur WhatsApp, on se chambre les uns les autres. Donc c'est vrai que ce n'est pas des formations qui sont très très sérieuses. Et ce que je trouve assez étonnant finalement dans cette mésaventure, c'est que toutes ces choses que j'avais faites un peu à la légère, en me disant que ça n'arrivait qu'aux autres, et ben quand je me suis trouvé dans la situation critique de devoir sauver ma vie, toutes les connaissances qui étaient vraiment très 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 loin au fond de mon cerveau, elles sont revenues, elles étaient évidentes et j'ai réussi à les mobiliser. Et comme vous le disiez, le cerveau reptilien a pris le dessus. Ce qui m'a vraiment frappé dans cette expérience aussi, c'est que j'avais zéro émotion, mais absolument aucune émotion. J'ai dit au revoir mon beau bateau, mais parce que j'étais hébété de voir ce qui se passait. C'est quand même très violent de voir son bateau brûler. Ou en plus, donc, dans le milieu de la course au large, il y a différents profils de skipper. Moi, je suis le profil skipper entrepreneur. Donc le bateau, c'est mon entreprise qui l'avait acheté. J'avais hypothéqué ma maison pour l'acheter. Donc c'est un vrai engagement personnel. C'est une tranche de vie. Et donc ce bateau, j'ai pris des risques pour l'acheter. Je l'aimais. Je l'ai bichonné. Une équipe en a pris soin. Il y avait un vrai rapport affectif avec. C'était un bateau c'était pas un outil de travail. C'était un compagnon de route qui me permettait de vivre des aventures incroyables. Et malgré ça, en fait, il n'y avait aucune douleur. J'étais déconnecté de toute émotion, hyper organisé. Ça, je le dis dans le film. C'est-à-dire que je monte dans le radeau de survie, je sais qu'il y a un couteau. La situation est désespérée parce que le cordage qui lie le radeau de survie au bateau en flammes ne rompt pas. Le bateau, en fait, le radeau de survie, il faut que je sois précis, sinon on va s'y perdre. Il a été un petit peu incliné comme ça parce qu'il était tracté par le bateau qui avançait encore légèrement, il dérivait et donc il s'est rempli d'eau, il faisait un peu comme une encre flottante. Il était poussé par les vagues vers le bateau en flammes, c'est un bateau pneumatique, donc je ne vous fais pas un dessin. Et donc là, clairement, quand je monte à bord, je me dis le couteau. Alors pareil, là c'est intéressant. Normalement, le couteau, il est à l'entrée du radeau de survie, à l'entrée de l'espèce de petite tente. Et il y a une entreprise dont c'est le métier qui fait la maintenance tous les 2 ans du radeau de survie et qui doit vérifier tous ces éléments-là. Et donc là, le couteau, il n'était pas à l'entrée, là où il devait être. Il était au fond d'un sac. Donc c'est pour ça que j'ai mis aussi du temps à le trouver. J'ai trouvé le couteau, j'ai rompu le cordage. Les vagues et le vent m'ont poussé sous le vent du bateau. Donc là, j'étais pour la première fois en sécurité. Et là, pareil, organisation. Qu'est-ce que je fais ? Il y a de l'eau partout, il faut que je me mette en sécurité. Donc j'ai cherché une écope, il n'y en avait pas. J'en ai inventé une, j'ai vidé le bateau. Je suis en sécurité. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Il faut prévenir. Il faut prévenir les secours. La dernière fois que j'ai eu mon équipe au téléphone, j'ai demandé mon évacuation parce qu'il y avait un début d'incendie, mais je n'ai pas dit que j'évacuais le bateau. Donc ils sont dans une forme d'incertitude. Donc il faut que je signale
à la terre que je suis dans mon radeau de survie. Donc il faut trouver la balise de détresse du radeau de survie pour signaler que je suis à bord du radeau de survie en allumant cette balise de détresse, ce que j'ai fait. Ensuite, je me suis dit, bon voilà, j'ai signalé ma présence, je vais essayer de prévenir la Terre. Je prends mon téléphone satellite étanche qui malheureusement n'avait pas supporté son bref séjour dans l'eau et donc qui s'est avéré ne pas marcher. Ouais. Donc non étanche, voilà. Donc là, je me suis dit, ok, donc là, je ne peux pas appeler pour dire que ça va bien. Par contre, ils ont quand même une information, c'est que je suis sur le radeau de survie. Bon, on va espérer que ça se passe bien. Je suis à 400 000 des côtes. J'étais très confiant et très calme, étonnamment très calme. Et du coup, je me suis dit, prochaine étape, des secours vont venir sur la zone. Je ne savais pas que ce serait un cargo. Je me suis dit, ce sera peut-être un concurrent de la route du Rhum. Et du coup, je me suis dit, bon, prochaine étape, donc ça va être ça. La VHF, donc la radio, je la mets autour de mon cou pour que le moment venu, je puisse prévenir et coordonner les secours. La prochaine étape, ça va être aussi me faire repérer par des secours. Alors, est-ce qu'ils vont envoyer d'abord un avion? Est-ce qu'il y aura un cargo? J'avais aucune information, du coup, vu qu'il n'y avait pas de téléphone satellite. Donc, je me suis dit, je vais relire la notice des fusées de détresse, tant qu'à faire. Et d'ailleurs, ça m'a pas mal aidé parce que, comme vous l'avez vu, je suis pas franchement bilingue en anglais. Et quand le capitaine du cargo arrive sur zone et me dit qu'il me voit pas, je lui ai dit que je vais percuter une fusée de détresse. Je savais pas comment on dit fusée de détresse en anglais, mais comme j'avais lu la notice, j'ai su que ça se disait red flare. Donc j'ai pu lui dire I have a red flare. Donc voilà, en fait, vraiment très organisé à chaque fois en me disant ok, quelle est la prochaine étape? Alors, pas de checklist, des exercices qui ne correspondent pas à la réalité. Je pense que ça va rassurer beaucoup de gens ici. Hein. On peut s'en sortir quand même. Mais ceci dit, il y a un autre parallèle à faire avec l'entreprise, c'est que en gestion de crise, je n'ai jamais vu, sur ces 4 dernières années, je n'ai jamais vu de PCA sorti sur la table. Encore moins utilisé, mais même juste sorti. Je n'ai jamais vu de PCA dans toutes les crises que j'ai gérées. Parce que les entreprises sont peut-être un petit peu aussi en mode reptilien. Alors c'est ce qu'on essaye d'éviter quand même, le cerveau reptilien évidemment. Sur une gestion de crise, on essaye plutôt de passer à la couche au-dessus. Mais malgré tout, il y a cette notion que ce qui nous arrive est tellement unique qu'on doit s'adapter à la situation et pas faire rentrer la situation dans quelque chose qui a été préétabli. Ceci dit, vous auriez aimé avoir une checklist? Est-ce que ça va changer un petit peu la manière dont vous préparez ça? Je vais répondre en 2 temps à votre question, Jérôme. La première, c'est pas de checklist, mais en même temps, j'avais pas de checklist préétablie. Oui. Mais en fait, d'une certaine manière, j'en ai établi une. Parce que quand je suis très très organisé et que je me dis prochaine étape c'est ci, prochaine étape et l'étape suivante c'est ça, tout à fait, d'une certaine manière. Et ce qu'on fait en cellule de crise lorsque la crise frappe et qu'il n'y a pas de checklist et pas de plan de crise, c'est aussi ça. C'est de dire c'est le bon sens finalement et la logique. Et donc pour finir là-dessus, pas de checklist préétablie, mais on dit souvent chasser le naturel, il revient au galop. Et quand il s'est agi de sauver ma vie, assez naturellement, finalement, je me suis organisé cérébralement pour avoir une checklist à partir de mes vagues souvenirs des formations et ensuite de mon sens commun, de mon bon sens, pour me sortir de cette situation. Donc je pense qu'en effet, la notion de checklist, elle est intéressante. Ensuite, en ce qui concerne l'avenir, c'est évident que l'avenir, on ne le regarde pas de la même manière quand on... On en parlera tout à l'heure de l'avenir. Pour l'instant, on reste vraiment dans ce canot. Ce qui est intéressant aussi dans les entreprises, on note aujourd'hui une inflexion dans la demande, une tendance où plus d'entreprises, mais on pourra en parler tout à l'heure aussi pendant le cocktail, n'ont plus envie de voir des plans de crise énormes, donc des grosses checklists, et demandent plutôt des choses très pragmatiques sur les 4 à 6 prochaines heures. Au moment du déclenchement de la crise, qui permettent d'aller jusqu'au point où on est tous dans la salle et on peut tous réfléchir de manière sereine. C'est un peu ce qui s'est passé là, où vous avez d'abord traité ce qui vous allez vous tuer dans les 30 prochaines secondes, et puis de 30 prochaines secondes à 30 prochaines secondes, on arrive au moment où on peut enfin communiquer, commencer à réfléchir, commencer... En aviation, on parle de aviate, navigate, communicate. Donc d'abord on pilote, ensuite en cas d'urgence. D'abord on pilote, ensuite on s'oriente et ensuite on communique. La communication vient en dernier. Ça a été vital pour vous cette communication-là? Ah oui, c'est évident que la communication est vitale. C'est vrai que dans un premier temps, il s'agissait de gérer la crise aiguë, c'est-à-dire sauver ma vie. D'abord quitter un bateau en flammes. Oula, c'est bon, on m'entend. D'abord quitter un bateau en flammes et ensuite gérer cette situation très tendue avec le radeau de survie. Mais une fois que j'étais sur le radeau de survie, j'allais pas m'en sortir tout seul parce qu'un radeau de survie, il dérive à 0,9 nœuds. Je suis à 400 000 des côtes, donc de toute façon, à un moment ou à un autre, il allait falloir que cette survie individuelle devienne une entreprise collective. Et du coup, c'est là que c'est assez intéressant, qu'il y a une vraie notion de collectif. J'avais une équipe technique à terre
qui avait été en relation avec moi, qui, dès que ça commence à devenir critique, a prévenu la direction de course de la route du Rhum, qui avait aussi, elle, accès à tout le positionnement satellite du bateau et au déclenchement de ma balise de détresse, et qui ensuite a pris le relais, donc direction de course de la route du Rhum, a pris le relais pour déclencher ce qu'on appelle les MRCC, donc les secours. Donc assez rapidement, donc, l'équipe technique a donné les informations qu'elle avait. Alors, je vais faire une petite parenthèse. En fait, la balise de détresse que j'ai déclenchée dans ma survie n'était pas la balise de détresse de l'IMOCA qui passe par un réseau satellite. Et donc, du coup, les MRCC, pour être déclenchées, elles ont besoin d'avoir une balise SARSAT. Et donc, du coup, là, exceptionnellement, ils ont déclenché des secours sur bonne foi, c'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils étaient alertés, mais normalement ils ne sont pas censés le faire. Moi, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Donc c'est porteur de leçons pour la prochaine fois. Et du coup, ils ont mis en stand-by un avion. Ils ont ratissé la zone aussi pour savoir quels étaient les cargos sur la zone. Et il s'avère qu'il y a eu cet équipage extraordinaire qui était pas très loin. Un équipage de la compagnie Maersk, une entreprise danoise. Et donc ils sont venus sur la zone. Et donc à partir du moment où ce cargo était en route vers ma dernière position connue et ensuite sur la zone pour essayer de me récupérer, il y avait finalement, moi je pouvais pas communiquer si ce n'est par VHF avec le cargo, et donc ensuite il y avait un échange quadrangulaire entre le cargo, mon équipe technique, la direction de course de la route du Rhum et les MRCC. D'accord. Donc, communication importante. On voit encore là le parallèle avec l'entreprise. Sur une crise en entreprise, il faut être hyper organisé dans les premières heures, gérer ce qui va nous tuer dans les 30 prochaines secondes. Et ensuite, seulement, on peut commencer à communiquer. Et très souvent, en communication de crise, ça ne commence pas avant 48 heures, 72 heures. Et entre-temps, d'ailleurs, il n'y aurait pas grand-chose à dire. Donc, il y a un parallèle intéressant. Et sur la notion de communication aussi, je le dis dans le film, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient, c'est quand j'y pense, c'est mon cerveau reptilien a pris le dessus, et du coup j'étais très très calme, étonnamment calme, alors que je suis plutôt quelqu'un en général d'assez... j'ai tendance à m'emporter assez facilement. Un peu comme tout le monde, quand je suis en colère, j'ai du mal à gérer mes colères. On essaie tous de gérer nos émotions. Et là, j'étais d'un calme absolu. Et du coup, ce que m'a dit la première chose qu'a pu me dire le commandant du bateau quand je suis monté à bord, il m'a dit « c'est la précision de tes informations et ton calme qui t'a sauvé la vie ». C'est-à-dire que lui, en fait, il était sur son bateau de 230 mètres, en haut d'un étage en haut d'un immeuble de 8 étages. Le bridge, quand la passerelle, c'est 8 étages de haut. Pour vous donner une idée, un bateau de 60 pieds, j'en ai vu un quand on arrive aux Açores le lendemain, c'est une petite barcasse à la surface de l'eau. Donc moi, j'étais vraiment une tête d'épingle à la surface de l'océan. Et donc, il ne me voyait pas. Et en plus, il faisait une route vers le sud. Et donc, il avait le soleil dans les yeux. Et donc, moi, je voyais le bateau arriver. Lui, il ne me voyait pas. Et donc, j'ai dû lui donner en anglais, qui est loin d'être ma langue maternelle, des informations sur ma position et ensuite percuter les fusées de détresse au bon moment. Et c'est vraiment, je pense, le calme qui m'a sauvé et la précision des informations. Calme et précis, c'est des gens comme ça qu'on aime avoir en cellule de crise. Ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux. Il y a toujours une part de chance dans la crise. Quelle a été votre part de chance ? Quels a été vraiment ces gros coups de bol sans qui, finalement, vous ne seriez peut-être plus là aujourd'hui ? Alors, j'ai du mal à voir les coups de chance qu'il y a eu. Je vois plutôt les coups de malchance. Les coups de malchance, c'est quand même que je suis censé avoir un couteau à l'entrée du radeau et que j'ai pas ce couteau. Je suis censé avoir en tout cas je l'ai pas à disposition, donc je mets du temps à le trouver. Je suis censé avoir un téléphone satellite qui fonctionne et le téléphone satellite ne fonctionne pas. Donc il y a eu quand même quelques petits cailloux qui font que à plusieurs reprises ça aurait pu vraiment dégénérer et plus mal se passer. Après, je pense le principal coup de chance que j'ai eu, c'est que l'équipage qui a été dérouté était un équipage exceptionnel d'une entreprise danoise. Alors, je ne veux pas faire de pub pour le Danemark, mais c'est vrai que on voit bien sur l'eau, il y a des pavillons qui font plus sérieux que d'autres. Et là, en l'occurrence, j'ai vu un équipage d'un immense professionnalisme. Le capitaine, qui était britannique, il a fait une manœuvre absolument incroyable d'arrêter son bateau de 230 mètres juste au vent de mon bateau comme ça, comme sur une manœuvre de port, et réussir ensuite à dériver vers moi comme il l'a fait, c'est vraiment exceptionnel. Et donc je pense que la chance, elle est là. Elle est dans la personne qui a été déroutée, et la bonne étoile m'a mis en relation avec le bon équipage. Alors, dans l'entreprise, dans la gestion de crise cyber des entreprises, il y a aussi des coups de chance. Et le coup de chance le plus commun dans ces moments-là, c'est de tomber sur des attaquants qui sont mauvais, vraiment des mauvais.
Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et des attaquants donc, qui n'exploitent pas totalement la capacité de leur attaque, qui volent les documents marketing plutôt que faire exfiltrer des données personnelles, ou qui ne voient pas qu'ils auraient pu taper beaucoup plus haut dans un groupe notamment. Donc voilà, l'attaquant mauvais, c'est notre coup de bol. Vous, effectivement, c'était quand même beaucoup plus glorieux et beaucoup plus cinématographique. Nous, bon, c'est juste des mauvais, nos coups de bol. Parlons de l'avenir, justement. Est-ce que toute cette expérience-là, comment ça va impacter votre préparation ? J'imagine évidemment que les prochaines formations obligatoires là, avec les amis sur WhatsApp et en train de picoler le soir, ça sera plus pareil. J'ai pas dit qu'on picolait, par contre. Il y a bien des bières le soir. Quand on rentre à terre. Oui, ça peut arriver. Voilà. J'imagine que ces préparations-là, vous allez les aborder différemment. Qu'est-ce qui va changer dans la préparation et dans l'intégration de ce que vous avez vécu ? En fait, c'est vrai que cette expérience, elle est vraiment porteuse de leçons pour moi parce que j'étais vraiment dans une forme d'insouciance, une forme d'angélisme en me disant que sur nos bateaux, on était en sécurité et puis que quand les choses étaient bien préparées, comme c'était le cas avec une équipe sérieuse, il se passait rarement d'accidents. Surtout nos bateaux, nos IMOCA sont des bateaux quand même assez fiables. Ils sont prévus pour faire le tour du monde. Donc quand on part sur une transat, même si la route du Rhum est une transat difficile, on part pas la fleur au fusil. On est quand même dans une certaine forme de confiance. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que le danger, il est toujours là. La confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, c'est évident que maintenant, il y a plein de choses qui vont changer à bord. Déjà, les batteries seront dans un caisson étanche. Ça, après, de toute façon, c'est quelque chose qui va évoluer. C'est-à-dire que les normes, déjà, les assurances vont exiger qu'à l'avenir, parce que là, les assurances, elles doivent quand même financer une perte totale de bateaux. Là. Donc, oui, elles financent souvent des pertes totales aussi pour les entreprises. Ouais, ça les a fait moyennement rigoler. Donc, de toute façon, déjà, il y a des normes qui vont évoluer. Mais au-delà de ça, au sein même de mon équipe et moi de mon appréhension maintenant du large et de mon bateau, je vais me préparer beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire que le grab bag, le fameux sac que je prends, le sac à dos avec lequel je saute par-dessus bord pour rejoindre la survie, qui a le téléphone satellite, la VHF et quelques éléments de sécurité, j'ai pas été si mauvais que ça parce que j'avais mis mon passeport et ma carte bleue quand même. Bien. Ah oui, donc quand je suis arrivé aux Açores, c'était quand même beaucoup moins problématique. Ah oui, clairement. Ouais. Bah oui, parce que sans passeport, tout est plus compliqué. Ça, c'est la logistique aussi, dormir et manger dans la crise cyber. Tout n'est pas cyber et tout n'est pas... J'avais aussi mis mon téléphone qui m'a permis de faire ce petit film. Ouais. Mais en tout cas, bon, j'avais fait ça, mais parce qu'il faut bien mettre son téléphone et sa carte bleue quelque part quand on part en mer, et on se dit, si je dois évacuer le bateau, autant que ce soit rangé là. Mais à part ça, si vous voulez, je m'étais vraiment reposé sur mon équipe technique qui avait, en gros, mis dans le sac ce que les normes demande ce qui est dans le sac. La norme et pas le retour d'expérience réelle. Exactement. Finalement. Et là maintenant, c'est évident que je vais me projeter dans une expérience réelle et je sais que la balise de détresse, je veux plus qu'elle soit dans la cabine, je veux qu'elle soit dans le cockpit pour être accessible même s'il y a des flammes. Et je veux que dans mon grab bag, il y ait différentes choses qu'il n'y avait pas. Et peut-être que la prochaine fois, quand on enverra le radeau de survie chez l'entreprise qui fait la maintenance, peut-être que je demanderai à assister au déballage pour tout vérifier et au réemballage pour mieux connaître ma survie. Parce que en fait, chaque survie est unique. Et puis aussi, éventuellement, pallier à une éventuelle erreur. Parce que moi, clairement, il y a eu une erreur qui aurait pu me coûter la vie. Ce couteau, ce fichu couteau, il devait être là, à l'entrée, attaché avec un petit bout. Et en fait, il était au fond d'un sac, au fond de la survie. Et c'est vrai que c'est des secondes qui coûtent cher dans ces moments-là. Donc, c'est évident que ma façon de voir les choses va évoluer. Après, on en parlera peut-être tout à l'heure, ça ne m'empêche pas d'avoir une immense envie de repartir au large. Évidemment, et ça on en parlera. Mais pour faire le parallèle avec l'entreprise, parce que là, il est évident, et vous l'avez tous vu venir certainement, on est complètement dans la sécurité par la norme ou la sécurité opérationnelle. Aujourd'hui, on est sur un retour de pendule où on est plus vers la sécurité opérationnelle, et c'est ce qui s'est passé là. Donc la norme a fait que les choses devaient être à tel et tel endroit, et il devait y avoir telle et telle chose. C'était pas suffisant, et l'exercice, le côté opérationnel, a permis de révéler ces failles. C'est ce qu'on voit beaucoup dans des exercices de crise, quand on fait les premiers exercices de crise, qui sont souvent ratés, eh bien en fait ce qui est le plus important dans ces exercices de crise, ce sont les observateurs qui pendant l'exercice vont noter où les joueurs ont galéré, quels sont les outils qu'ils n'avaient plus, qu'est-ce qu'ils n'ont pas trouvé, comment ils n'ont pas réussi à exporter sur un SFTP donné les résultats d'un orc pour un prélèvement, parce qu'on n'a plus d'internet, parce que le data center est dans le noir. Donc tout ça enrichit ensuite, quand c'est bien fait, en tout cas, enrichit ensuite les plans, les fameux plans de crise qu'on essaye de rendre plus réalistes. Alors justement, est-ce que, avant de parler vraiment de l'avenir, des projets, il y a le bonhomme déjà. Est-ce que le bonhomme, il y a un ressort grandi de cette histoire, affaibli, apeuré, vous prenez toujours des bains ?
Je peux faire une longue réponse, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Quand je suis rentré à terre, là, le film il a été tourné une semaine après mon naufrage, donc c'était quand même vraiment à chaud. Je disais que j'allais bien et en fait je vais toujours bien. Il n'y a jamais eu de descente, jamais eu de déprime, jamais fait de cauchemar. J'ai eu quelques indices en fait peu après mon naufrage qui montraient que j'étais un peu dans une situation post-traumatique entre guillemets. Hein. Une fois que j'ai été un peu agressé en voiture par quelqu'un à un passage piéton, c'est vrai que j'ai eu une réaction qui me ressemblait pas. Je me suis dit tiens c'est marrant, là t'es quand même dans un état de choc. Un soir je suis rentré chez moi et c'est la première fois depuis longtemps qu'il faisait froid et la chaudière crachait de la vapeur, de la fumée. Et j'étais vraiment pas à l'aise avec j'avais les mains moites, j'ai cru qu'il y avait un incendie chez moi. Donc il y avait quand même quelques petites séquelles, mais grosso modo, j'ai pas vraiment été dans un état de choc, j'ai pas eu de déprime après ce qui s'est passé. Ce qui ressort aussi de cette aventure, c'est que quand j'ai quitté mon bateau, j'ai quitté l'enfer, c'était un bateau en flammes. Et quand je me suis retrouvé dans ma survie, j'ai vraiment eu l'impression que l'océan était protecteur et que l'océan m'accueillait. J'étais zen, j'étais bien et j'avais confiance. Et donc, à aucun moment, je me suis dit que l'océan m'avait adressé un carton rouge. Et donc, du coup, j'ai absolument aucune appréhension à retourner sur un bateau et à repartir pour un tour du monde, notamment le Vendée Globe l'année prochaine, en 2024. J'ai quitté un bateau en flammes, ça aurait pu être une voiture. L'océan m'a accueilli et l'océan, je l'aime toujours autant et donc je vais repartir. Après, ce qui est aussi un moteur très fort aujourd'hui, c'est que, je l'ai dit rapidement tout à l'heure en propos liminaire, j'ai raté mon Vendée Globe 2020, j'avais raté un petit peu mon début de saison en faisant des courses d'avant-saison où j'avais pas forcément les résultats escomptés. Et ça, c'est un petit peu comme tout sportif, quand on réussit pas forcément et qu'on n'atteint pas forcément ses objectifs, on doute. Je me rappelle plusieurs fois m'être dit mais t'es une merde là, qu'est-ce qui t'arrive sur le bateau? Je retrouvais pas le flow en fait. Et en fait cette aventure, je l'ai tellement bien gérée parce que pour le coup j'aime bien me flageller, mais là je crois que je peux le dire, j'ai très très bien géré cette aventure. Ça me donne une énorme confiance pour la suite parce que je me dis dans les situations de crise, quand vraiment t'es acculé et que t'as pas le choix, t'arrives quand même à te délivrer des belles choses. Et donc du coup, fort de ces deux constats, c'est-à-dire cette confiance maintenue en l'océan, qui est réciproque, hein, il m'a pas adressé de carton rouge, et cette confiance renouvelée en moi, j'ai vraiment vraiment hâte de retourner sur l'eau et de me lancer dans des grandes courses, la Transat Jacques Vabre à la fin de l'année et le Vendée Globe l'année prochaine. Alors justement, ces prochaines étapes, un nouveau bateau? Alors un nouveau bateau, ouais. Oui, forcément. Forcément, j'avais plus de bateau, donc j'avais une équipe, j'avais des sponsors, des 1000 parce qu'il faut se qualifier pour le Vendée Globe, donc tous les voyants étaient ouverts, mais j'avais plus de bateau. Donc c'était quand même un détail qui n'en était pas un. Ça a été un beau rebond et pareil une belle aventure collective. Dès mon arrivée sur le cargo, en fait, je me suis dit bon, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux continuer ou est-ce que je veux arrêter? Est-ce que je reviens au Figaro? Voilà, c'est ça. Bon, je ne sais pas si Figaro m'a attendu, mais j'aurais sans doute trouvé autre chose à faire. Et tout de suite, sur le cargo, donc j'avais même pas retrouvé la terre, je me suis dit que j'avais envie de continuer. Donc j'ai pris cette décision. Il a fallu quand même demander à ma femme et mes enfants si elles me suivaient. J'ai 3 filles, donc si elles me suivaient sur ce nouveau départ. Elles m'ont toutes dit pas de problème, mais tu ne refais pas le coup de la survie. Et donc une fois que cette étape a été franchie, mes partenaires m'ont tous maintenu leur confiance. Et m'ont tous dit que la vie, c'est des succès, mais c'est aussi des échecs, et que la résilience, ça fait partie de la vie, et que rebondir ensemble, ce serait une magnifique histoire à raconter, et qu'être au départ du prochain Vendée Globe, ce serait une magnifique victoire, une magnifique histoire à raconter ensemble. Donc fort du soutien de mes partenaires, parce que le bateau suivant, je ne pouvais pas l'acheter tout seul, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le marché. Il y avait 2 bateaux qui étaient possibles à l'achat. À 2 ans du Vendée Globe, il y avait quasiment plus de bateaux à vendre. Il y avait un bateau de génération 2020, donc un bateau plus récent que le mien, plus extrême, plus radical, et un bateau plus ancien, en très mauvais état. Dans un premier temps, j'ai vraiment tout fait pour me mettre en bonne position pour acheter le bateau de génération 2020, en me disant mais c'est incroyable, faire naufrage et rebondir avec un bateau encore mieux que celui que j'ai perdu, mais quelle histoire incroyable à vivre, à partager, et quel succès. Et donc, je suis commencé à faire les démarches pour acheter ce bateau. Et en fait, dans les jours qu'on suivit, plus ça allait, moins j'y croyais. Et j'ai fait le chemin retour vers le bateau plus ancien, en me disant, mais en fait, qu'est-ce que tu vas aller te brûler les ailes sur un bateau plus radical que celui que tu avais, avec potentiellement des nouveaux problèmes qui vont arriver, tu vas te mettre dans le rouge économiquement, parce que tu es quand même un peu en difficulté après un naufrage. On te reprochera jamais d'être humble
et d'être allé sur un choix raisonné. Par contre, personne ne comprendra que tu ailles te brûler les ailes sur un bateau et que tu te remettes dans une situation dramatique sur le Vendée Globe. Et donc j'ai décidé d'aller sur ce bateau-là, qui va être un bateau plus ancien, donc avec peut-être des valeurs de sobriété qu'on va mettre en avant maintenant aussi à une époque où ça fait sens. Et donc ce bateau-là, on l'a acheté en Guadeloupe juste avant Noël. Donc j'ai réussi à acheter un bateau exactement pile poil un mois après avoir fait naufrage. Donc ça, c'est une très très belle victoire collective pour mon équipe, pour mes partenaires et pour moi, d'avoir récupéré ce bateau. Il a été ramené par cargo parce qu'il n'était pas en état de traverser l'Atlantique. Il est arrivé mi-janvier à Lorient. Et depuis la mi-janvier, j'ai mon équipe qui travaille dessus. Ils ont encore travaillé dessus aujourd'hui pour le remettre en état et en faire un beau bateau qui sera un bateau certes un peu ancien mais qu'on va remettre au goût du jour, qui n'aura plus de foil, donc ces ailerons qui font voler les bateaux, mais qui aura des dérives. Donc un peu le chemin de sobriété de Jean Le Cam pour ceux qui ont suivi le dernier Vendée Globe. Plus d'humilité face aux éléments, un bateau simple, léger, robuste, fiable, je ne sais pas si je l'ai dit, mais si je le redis, c'est pas grave. Avec l'ambition de terminer les courses et en me disant... Être au départ du prochain Vendée Globe exactement 2 ans après avoir fait naufrage, ce sera une magnifique... je fêterai les 2 ans de mon naufrage en mer sur le Vendée Globe, peu après le départ. Ce sera une magnifique victoire et être à l'arrivée, ce sera encore plus beau. Alors c'est une superbe histoire et effectivement cette histoire de sobriété est beaucoup plus jolie à raconter que l'histoire de modernité finalement qui n'a pas d'âme. Alors l'histoire de sobriété est belle à raconter, après il y a quand même la dimension sportive, le bateau va être moins rapide qu'avant et donc il faut quand même mettre un peu les ambitions sportives entre parenthèses et donc c'est là que l'ego intervient, l'ego du sportif. De se dire il faut accepter, j'ambitionnais une place en me préparant bien peut-être de 10-15e et là il faudra accepter d'être plutôt 20-25e. Mais à part ce sujet d'ego, c'est vrai que le projet il est magnifique comme ça. La crise rend humble finalement. Exactement. Et je pense que je peux le dire et je peux en parler aussi au nom de beaucoup de RSSI, de DSI que j'ai croisés lors des incidents. Il y a un après-crise, un avant, un après-crise. Et bien souvent, effectivement, la crise rend humble et des projets sont débloqués. Les choses sont faites dans l'ordre, dans les temps, avec les moyens qu'il faut, sans trop se la ramener. Et effectivement, c'est moins joli qu'un bateau, qu'un beau bateau, mais c'est les mêmes principes, en tout cas. Donc, prochaine étape, le next step, c'est quoi ? Quel départ ? Alors, la prochaine étape, c'est de mettre le bateau à l'eau fin juin, parce qu'on a un très gros chantier. Comme j'ai dit, il n'était pas en très bon état, donc on a un gros chantier. À la fin de l'année, la Transat Jacques Vabre, le retour de la Transat Jacques Vabre qui sera en course. Donc la Transat Jacques Vabre, pardon, je vais un peu vite, c'est entre la France, avant c'était le Brésil, maintenant c'est les Antilles, la Martinique, en double, donc on est 2 sur le bateau. Ensuite, une Transat solo Martinique-Lorient en solitaire. Et ensuite, l'année 2024, elle va être bien remplie puisque j'ai une course entre l'Orient et les États-Unis et ensuite une course New York-Vendée, donc 4 traversées de l'Atlantique et ensuite le Vendée Globe, le tour du monde, avec, comme vous le dites Jérôme, un projet qui a pris de l'humilité finalement, qui a pris sans doute aussi de l'épaisseur aussi, de l'épaisseur, mais de l'humilité. Je dirais que cette crise, elle m'a amené à me remettre en question et à réfléchir sur ma raison d'être. C'est quoi ma raison d'être finalement et pourquoi et je pense qu'une entreprise aussi est amenée à des moments de son histoire et sans doute peut-être dans des moments de crise à s'interroger sur sa raison d'être. Moi, ma raison d'être, c'est pas de gagner le prochain Vendée Globe parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai été 12 ans journaliste au Figaro pendant que d'autres faisaient 250 jours de navigation par an. Moi, ma raison d'être, c'est d'être sur l'eau, c'est de partager des histoires avec la Terre en tant qu'ancien journaliste, c'est de vivre des aventures exceptionnelles et d'essayer de les raconter. J'ai aussi un projet océanographique. Mon bateau, je suis très engagé dans la préservation des océans, avec toute une série de capteurs qui mesurent la pollution des océans. Donc finalement, ma raison d'être, c'est d'être sur l'eau, c'est de partager une belle histoire et c'est de terminer les courses. Et finalement, ce bateau, il cadre vraiment très très bien avec ma raison d'être. Exactement. Alors on vous souhaite plein d'exercices de crise et plus du tout de crise. Merci. Et je pense qu'on peut vous le souhaiter aussi. Merci Fabrice. Merci à toutes et tous.